Vous avez été nombreux à nous interroger concernant, j'oserais dire, la canicule, disons cette vague de chaleur qui a submergé la France, mais attendez, pas seulement la France, toute une grande partie de l'Europe, puisque c'était sur l'Espagne, c'était sur la France, ça remontait également sur la Belgique, les Pays-Bas et une partie de l'Allemagne. Et puis, aujourd'hui, donc, on s'intéresse et vous posez des questions concernant, mais qu'est-ce que c'est que ce front orageux? Puisque ça fait une semaine, quasiment une semaine, que l'on a orage sur orage sur orage, et cela se traduit, vous l'avez vu, par des dégâts, des inondations, des vents de plus de 100 km par heure. Vous avez vu, vous vous souvenez de ce qui s'est passé sur la côte normande. En l'espace de dizaines de minutes, on a perdu 15 degrés, avec des rafales de vent à près de 100 km par heure au niveau du sol. Et puis, il y a le phénomène de grêle. Phénomène qui est tout à fait classique en situation d'orage, mais là, qui a une intensité exceptionnelle. Donc on va vous apporter un petit éclairage pour bien comprendre ce qui se passe. Tout d'abord, le point de départ, vous l'aviez bien compris, c'est l'affrontement entre deux types de masses d'air. Une masse d'air froide en altitude et une masse d'air sec et chaud qui remonte du Maghreb. Et qui plus est, manque de chance pour nous, cette masse d'air passe sur un véritable radiateur, une grosse chaufferette qui est l'Espagne, puisque comme il n'y a pas de nuages, et que le soleil darde ses rayons sur le sol de la péninsule ibérique, eh bien, on vient encore rajouter de la chaleur, tant et si bien qu'à Séville, il y avait 40 degrés, eh bien, ces 40 degrés, vous les avez retrouvés sur la France. Autrement dit, d'une manière imagée, et c'est ce que dit le GIEC, dans les années qui viennent, et ça commence déjà aujourd'hui, on va avoir sur la région parisienne le climat de Séville. Donc, revenons à ce conflit de masse d'air. Et qui dit conflit de masse d'air très violent, on arrive à la formation d'un nuage à fort développement. Et vous le voyez, quand vous voyez un orage arriver, ça bouillonne, ça veut dire qu'il y a des combats énormes. C'est le cumulonimbus, c'est le roi des nuages. Vous avez la température au sol, on a 30 degrés de l'air chaud. Et puis, en altitude, au sommet, on va jusqu'à des moins 50 degrés. Et là, vous avez à peu près 100 degrés d'écart, vous voyez, sur une dizaine de kilomètres. Voilà qui vous explique donc que cet air froid qui descend, parce qu'il est plus lourd, va faire remonter l'air chaud qui, lui, est plus léger et monte. Et à mesure que l'air chaud monte, il va se refroidir. Et ce qui nous intéresse là, c'est ce qui va se passer dans le nuage. Donc, à l'intérieur du nuage, il y a de l'air chaud et humide qui monte, et comme il monte en altitude, et que la pression diminue, cet air va se refroidir. Et l'excès de vapeur d'eau va se condenser sous forme de micro-gouttelettes d'eau, de l'ordre du millième de millimètre. Et c'est celle que l'on voit, c'est celle qui donne cet aspect blanc, parce que ça absorbe la lumière, au nuage. Seulement, ce n'est pas de la glace. L'eau pure, c'est-à-dire l'eau distillée, ne l'oubliez pas, est en état instable. Elle ne gèle pas à 0 degré. Elle peut descendre jusque vers moins 40 degrés. Eh oui, l'eau pure ne gèle pas à 0 degré. Elle descend jusqu'à moins 40. Et donc, dans un nuage, cette eau reste sous forme de micro-gouttelettes. Mais dès qu'elle touche un petit cristal de sel ou un petit cristal de glace, immédiatement, ou un choc, immédiatement, cette eau liquide devient immédiatement des petits cristaux de glace. C'est ce qu'on appelle les noyaux glaciogènes. Voilà le mécanisme de formation des cristaux de glace dans les nuages. Et la suite, eh bien, c'est là. En hiver, ce mécanisme fonctionne, et ces cristaux sont dans les nuages plats, si vous voulez, stratiformes. Et donc les cristaux de glace ont la forme, vous l'avez vu, d'hexagone. Ils s'empilent, ils se collent les uns aux autres, et ça donne les cristaux de neige. Là, nous sommes dans une autre situation. Nous sommes dans un grand tourbillon, système agité, perturbé. Et donc, vous allez le voir, il y a condensation, formation des petits cristaux de glace. Les cristaux de glace vont se nourrir des petites gouttelettes d'eau et de la vapeur d'eau. Donc ils grossissent, et comme ils sont lourds, ils tombent lentement,
Et là, ils sont repris par les courants ascendants, à plus de 100 km/h, je vous le disais. Ils se nourrissent à nouveau de vapeur d'eau et d'eau liquide, ils grossissent, ils retombent, parce qu'ils sont plus lourds, repris dans la circulation, et ainsi de suite. On ne sait pas trop ce qui se passe dans l'univers. Et à la fin, ils sont tellement gros, parce qu'ils peuvent atteindre la taille d'une orange, eh bien, qu'ils tombent sur le sol. Maintenant, 3 chiffres pour bien comprendre ce que je viens de vous expliquer. Tout d'abord, vous l'avez bien compris, c'est parce que les glaçons font les allers-retours à l'intérieur du nuage et qu'à chaque fois vient s'agglomérer une nouvelle couche de glace que lorsque l'on fait une coupe du glaçon et qu'on le regarde en lumière polarisée, regardez ce que ça donne, c'est magnifique, mais c'est une structure, vous voyez, en pelure d'oignon. On voit à chaque fois, comme sur un tronc d'arbre, dans ce mécanisme de machine à laver, à partir d'un noyau de condensation. Ici, regardez, ça donne cette structure caractéristique avec ces différentes couches. Voilà ce que c'est que ça vous donne un glaçon. Deuxième chose maintenant, la vitesse de chute des glaçons qui explique aussi les dégâts. Les Américains, très pragmatiques, avec dans un livre sur la météo qui est remarquable, très pragmatique, regardez, ils ont fait voilà ce schéma. Et ils vous montrent, en fonction des tailles réelles des glaçons, vous voyez que l'on part d'une bille ou d'une balle de ping-pong, et puis on arrive à une orange. Eh bien, il vous dit que là, lorsqu'il fait 1 cm de diamètre, il tombe à 30 à l'heure, c'est en américain. Lorsqu'il fait 2 cm, il tombe à 50 à l'heure. Et puis quand il a la taille d'une orange, c'est-à-dire 10 cm, il y en a eu, c'est 150 km/h. Et donc, avec le carré de la vitesse, 1,5 de mv2 et la masse, eh bien, vous comprenez un peu les dégâts que ça a occasionné. Ça, c'est pour les chiffres. Et puis la troisième donnée, qui me semble intéressante, c'est la violence du phénomène. Ben, la violence du phénomène, elle est donnée par le contenu d'un nuage. Voilà un livre qui est remarquable. Combien pèse un nuage? À mon avis, c'est le meilleur sur la météo, aux éditions EDP Sciences. Eh bien, on vous dit, voilà, un gros cumulonimbus, et c'est ce que l'on a eu, qui fait 15 km de côté, c'est-à-dire qui couvre une ville, et 10 km de haut, parfois il monte à 10, 12 km de haut, pèse 1 milliard de tonnes. Et ça tient en l'air. 1 milliard de tonnes. Ben oui, mais ça tient en l'air. Pourquoi? Parce que c'est la poussée d'Archimède qui le maintient. Dedans, on trouve de l'air, on trouve de l'eau et on trouve de la glace. Et la quantité d'eau à l'intérieur, plusieurs millions de tonnes d'eau liquide. Vous vous rendez compte? C'est colossal. C'est-à-dire que sur un nuage qui pèse 1 milliard de tonnes, vous avez plusieurs millions de tonnes d'eau liquide. Plusieurs millions de tonnes, 1 mètre cube d'eau fait une tonne, donc ça vous donne plusieurs millions de mètres cubes d'eau qui vont tomber en 10 minutes, un quart d'heure, et qui vous expliquent donc les inondations. Donc, je me résume, c'est parce que on a, disons, des contrastes de température très importants, que l'on a des conflits de masse qui continuent encore entre de l'air chaud et de l'air froid, qui ont été amplifiés par ce que l'on appelle le réchauffement, qu'on aboutit à cette situation.